Au début du XVIe siècle, l'art des anciens Pays-Bas est confronté à un double changement assez radical. D'une part, les artistes néerlandais sont de plus en plus régulièrement en contact avec leurs confrères italiens et avec leurs œuvres. Si ces échanges sont déjà importants au XVe siècle, ils demeurent épisodiques. Un siècle plus tard, ils sont désormais systématiques et contribuent à façonner un goût différent chez les artistes comme chez leurs clients. D'autre part, alors que les Pays-Bas jouissaient d'une certaine forme d'autonomie au sein de la grande principauté de Bourgogne, leur rattachement à la couronne espagnole, après le mariage de Philippe le Beau, et au Saint-Empire, à la mort de ce dernier, renforce encore ces échanges entre l'art des Pays-Bas et le reste de l'Europe, provoquant pour commencer une véritable crise d'identité dont il sera question dans ce premier épisode du chapitre 10. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, de nombreux artistes néerlandais demeurent fidèles aux solutions formelles élaborées dans les Pays-Bas à partir du début du XVe siècle, même si à la marge, ils peuvent être amenés à les renouveler. Le meilleur exemple de cette perpétuation des traditions néerlandaises est sans doute Gerard David. Ce peintre né vers 1460 à Oudewater, près de Gouda, en Hollande, où il est sans doute formé par son père, a probablement poursuivi sa formation à Haarlem entre 1482 et 1484 dans l'atelier d'Albert von Aufwater, auprès duquel il étudie également les modèles de Dirk Bouts, mais aussi les œuvres plus récentes de Gertin Tottiers ou du maître du diptyque de Brunswick, comme le montre par exemple cette nativité. Il s'agit d'un petit tableau de dévotion privée qui suit ici toutes les conventions mises en place dans la peinture néerlandaise au début du XVe siècle. Formellement, les figures sont fort proches des peintres haarlemois de la seconde moitié du XVe siècle, en particulier la Vierge, dont le visage ovoïde et les longs cheveux roux et bouclés la rapprochent des figures peintes par Setiens. La construction spatiale, qui place les figures au tout premier plan, sans réelle transition entre l'espace du spectateur et l'espace de l'histoire, et qui organise la profondeur par une superposition de collines et d'arbres au feuillage dense, rappelle plutôt les premières œuvres de Dirk Bouts, auprès duquel certains historiens de l'art ont pu suggérer qu'il a séjourné dans le cadre de sa formation à Louvain. En revanche, le traitement du modelé, très progressif, est marqué par un sfumato très visible au niveau des visages et un refus de détailler avec trop de précision les motifs, constitue une spécificité formelle de cette œuvre qui ressemble, ou qui la fait ressembler plutôt, aux miniatures des artistes gantois actifs durant les années 1480. Comme nous savons que les œuvres de Van Eyck joueront un rôle considérable dans l'art de David, il n'est donc pas impossible qu'il ait eu l'occasion, avant son installation à Bruges, vers 1484, d'effectuer un séjour à Gand, où il aurait pu étudier les maîtres anciens et modernes de la ville, mais aussi à Bruges, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest, où il semble très tôt avoir étudié les œuvres de Memling. Toujours est-il qu'au début du XVIe siècle, Gerard David est le principal peintre actif à Bruges. Comme Memling avant lui, il puise sa clientèle aussi bien parmi les notables locaux que dans les riches familles étrangères installées à Bruges. Entre 1500 et 1503, il peint ainsi, avec l'aide de son atelier, ce retable destiné à Jan de Sedano, un marchand originaire de Burgos, Espagne, et établi à Bruges, représenté dans les noces de Cana, en compagnie de son épouse Marie, une quinzaine d'années après avoir peint un triptyque pour les mêmes commanditaires. Cette œuvre met en évidence un aspect essentiel de l'art de Gerard David, une manière toute personnelle de concevoir l'imitation des corps entre étude d'après nature et idéalisation. On retrouve cet aspect dans cette Vierge parmi les Vierges que David peint et offre en 1500 avec son épouse, Cornelia Knoop, au couvent des Carmélites de Sion, situé à 2 pas de son atelier à Bruges. La Vierge y apparaît trônant, tenant en ses bras un Christ dont les mains égrènent une grappe de raisin, et accompagnée de 2 anges musiciens ainsi que de 9 saintes reconnaissables à leurs attributs. Dorothée, Catherine d'Alexandrie, Agnès, une sainte non identifiée portant une corde autour du cou, Fauste de Cyzique, Apolline,
Godelieve de Gistel, Cécile, Barbe et Lucie. L'homme et la femme représentés à l'extrême gauche et à l'extrême droite sont probablement le peintre et son épouse. Une dernière figure, figurée entre sainte Agnès et l'ange, ne présente pas d'attribut, si bien que l'on puisse douter qu'il s'agisse véritablement d'une sainte. Nous savons que pour ce tableau, comme pour beaucoup d'autres, David a réalisé des études d'après nature, pour l'essentiel des têtes, pour lesquelles il s'est probablement inspiré des modèles qu'il pouvait accepter de poser pour lui, sans doute issus de sa famille. Comme souvent toutefois chez Gerard David, les figures féminines sont puissamment idéalisées, avec des visages ovales et lisses, des fronts larges et hauts, des yeux en amande marqués par des paupières épaisses, de petites bouches étroites mais épaisses, et des mentons prononcés. Souvent comparé à un bas-relief antique, ce tableau ressemble bien davantage, par son fond sombre, le modelé solide et la répartition des différentes figures autour de la Vierge à l'enfant, à une sorte de portrait collectif, dont les deux donateurs, les anges et les saintes, seraient les modèles dévots et qui auraient pour fonction de modéliser en quelque sorte les vertus propres aux carmélites. La perspective parfaite, mise en place par David, voit l'ensemble des lignes de fuite converger vers un point unique situé près de la tempe gauche du Christ et du sein droit de la Vierge. Il s'agit ainsi de faire référence à la Vierge comme Mère de Dieu et comme canal par lequel Jésus a pu sauver l'humanité du péché originel et offrir son sang, ici comparé au grain de raisin tenu par l'enfant et sa mère, qui sont donc les sources de la rédemption et des sacrements de l'Église. Cette approche de l'histoire religieuse, cherchant un juste milieu entre l'étude directe de la nature et l'idéalisation, se retrouve dans un autre genre dont David est l'un des pionniers dans l'art néerlandais de l'époque, le paysage. Au début du XVe siècle, le peintre reçoit ainsi la commande d'un triptyque de la part de Jan de Tromp, qui est trésorier et conseiller municipal de Bruges, avant de devenir receveur général des Flandres entre 1509 et 1512. Ce retable est donc probablement destiné à la chapelle Saint-Yves, dont la construction, financée par les juristes de la ville de Bruges, commence en 1503 comme extension de la chapelle Saint-Basile dans la basilique du Saint-Sang. Le retable est dédié au saint patron du commanditaire, après la mort duquel le retable est offert à la chapelle par sa veuve et troisième femme, Jacquemine van de Velde. Le donateur pose sur le volet intérieur gauche, en compagnie de saint Jean l'Évangéliste, son saint patron, et de son fils. Sur le volet intérieur droit sont représentées sa première femme, Elisabeth van der Meach, morte le 11 mars 1502, accompagnée par sainte Élisabeth de Hongrie et de 4 filles. La figure de Madeleine Cordier, la deuxième épouse du donateur, a été ajoutée vers 1508 sur l'un des volets extérieurs avec sa sainte patronne et la première fille qu'elle a eue avec Tromp, agenouillée devant une Vierge et un enfant Jésus tenant une grappe de raisin. Le panneau central est occupé par le baptême du Christ par saint Jean-Baptiste, en présence d'un ange tenant les vêtements de Jésus et surplombé par un Dieu le Père et une colombe du Saint-Esprit. À l'arrière-plan, deux autres scènes de la vie du précurseur sont représentées. Une prédication dans le désert, d'une part, et la désignation du Christ comme agneau de Dieu, d'autre part. L'ange sans aile et vêtu d'une chape de brocart fonctionne ici comme le maître de cérémonie d'un sacrement dont le Christ est tout à la fois le prêtre et l'objet, en s'offrant comme agneau sacrificiel pour racheter le péché des hommes. Comme les noces de Cana, l'œuvre frappe par la grande attention apportée aux détails, comme les rides et les reflets provoqués par la présence du Christ dans l'eau du Jourdain, les arbres dont les formes volontairement diversifiées permettent d'ajouter de la variété au paysage qui se développe de façon continue sur les trois panneaux, ou encore les plantes visibles au premier plan et dans le paysage. C'est en particulier le cas de l'iris jaune et du pavot, représentés autour du Christ, d'une assez grande banalité symbolique puisqu'ils sont souvent représentés dans les annonciations néerlandaises en référence à la mort du Christ ou aux souffrances de la Vierge, mais qui sont représentés ici avec une telle minutie que des botanistes ont pu identifier l'ensemble des plantes et des fleurs représentées dans ce retable. Cet intérêt de David pour le paysage s'est également manifesté par des collaborations avec des confrères spécialistes du genre, dont le premier et principal est le peintre Joachim Patinir. Originaire de Dinan, dans la principauté de Liège, à quelques encablures de la frontière orientale du comté de Namur, Joachim Patinir a peut-être effectué au moins une partie de son apprentissage dans l'atelier de Gerard David, à Bruges, avec lequel certains de ses paysages présentent de nombreuses similitudes formelles et chromatiques. Il est ensuite documenté à Anvers à partir de 1515, date à laquelle il devient maître à la guilde des peintres. En 1520, il achète une maison
à 200 mètres de l'église Notre-Dame, la future cathédrale, ce qui traduit un enrichissement et un succès grandissant, ce que confirme encore le journal d'Albrecht Dürer, qui, passant par Anvers, écrit avoir été au second mariage de Patenir, qu'il décrit comme, je cite, « Maître Joachim, le bon peintre de paysage, Meister Joachim, der gut Landschaftsmaler ». Dans le testament de Patenir est par ailleurs mentionné Quentin Metsys, qui avec 2 autres peintres sont désignés comme les tuteurs des 2 filles mineures de Joachim Patenir. Nous reviendrons sur Metsys lors d'un prochain épisode. S'il n'est pas, loin de là, le premier artiste néerlandais à avoir peint des paysages, et s'il n'a jamais peint des paysages purs, sans figure mythologique ou sainte, Patenir est le premier peut-être à s'être exclusivement spécialisé dans ce domaine. En raison du soin qu'il met à l'exécution de ses œuvres, mais aussi de la brièveté de sa vie, il meurt à une quarantaine d'années, Patenir ne semble pas avoir beaucoup peint, moins d'une vingtaine de tableaux lui étant attribués aujourd'hui. Plus qu'une innovation, l'art de Patenir marque un achèvement de l'art du paysage, qu'il maîtrise suffisamment bien pour n'avoir plus besoin des figures que comme des ornements animant ses compositions. Cet achèvement se traduit aussi par l'établissement d'une véritable formule, d'une redoutable efficacité. Ces paysages, en effet, répondent presque tous au même schéma formel. L'horizon élevé permet de dégager une vue se développant de façon continue du premier plan jusqu'à une certaine distance, en alternant les motifs horizontaux, lacs, rivières, champs, routes, représentés d'en haut, et les motifs verticaux, rochers, montagnes, maisons, figurés comme 2 faces. La composition chromatique est presque toujours rythmée de la même manière, selon une technique directement inspirée des premiers maîtres néerlandais. Le premier plan est généralement brun, l'arrière-plan bleu clair, et l'espace médian d'un vert bleuté pour effectuer la transition graduelle. Sur cette base, il inclut quelques motifs blancs ou noirs afin d'accompagner la circulation du regard du spectateur en lui offrant des repères ou des pauses. Si les historiens de l'art ont affirmé que ce qu'ils ont appelé le Weltlandschaft, terme utilisé pour qualifier un certain type de paysage soi-disant panoramique, proposant une sorte de résumé du monde, avait été inventé par Patenir, nous pouvons en douter, pour au moins 3 raisons. D'abord, ce terme, Weltlandschaft, est problématique, parce qu'il est anachronique. Il n'est jamais utilisé au XVIe siècle. Ensuite, il est doublement imprécis. Aucun des tableaux peints par Patenir n'est véritablement panoramique, au sens propre du terme. Leur format horizontal n'est pas particulièrement plus allongé que ceux des paysages antérieurs. Et la finesse avec laquelle sont rendus les détails de la végétation, des plantes ou des eaux, tout près comme très loin du spectateur, contredit les règles basiques de l'optique. Les seuls paysages proposant de réels résumés du monde à l'époque ne sont pas ceux de Patenir, mais ceux de Jérôme Bosch, dont on reparlera dans le 3e épisode. Enfin, il n'est pas certain que nous puissions affirmer que les paysages de Patenir diffèrent radicalement de leur composition spatiale des arrière-plans peints par Memling, Van der Goes ou David. D'ailleurs, à l'exception notable du rocher Bayard que l'on peut voir près de son Dinan natal et dont il lui arrive de s'inspirer dans ses tableaux, Patenir ne montre pas un grand intérêt pour l'étude directe topographique de la nature. Les motifs comme ces rochers bizarres, ces collines, ces plans d'eau ou ces chemins serpentins qu'il insère dans ses paysages étant le plus souvent empruntés en réalité à la tradition néerlandaise. Un autre peintre néerlandais mérite d'être nommé parmi les paysagistes les plus importants de son temps, même si son art ne se résume pas loin de là à l'exploration de ce seul genre. Il s'agit de Pieter Bruegel l'Ancien. Pieter Bruegel fait partie d'une des plus illustres dynasties artistiques des anciens Pays-Bas. Par sa femme, Maria, surnommée Mayken, qu'il épouse en 1563, il est le gendre du peintre Pieter Cook von Aalst, lui-même gendre de Jan Meertens le second, et beau-frère d'un autre peintre, Gillis van Koningslo l'Ancien, dont la femme avait épousé en premières noces encore un autre peintre, Jan van Amstel, qui est le frère aîné d'un peintre dont on reparlera également, Pieter Aertsen. Bruegel sera lui-même le patriarche d'une famille où de nombreux peintres continueront de faire briller son nom sur 4 générations. De ses 2 fils, Pieter et Jan, jusqu'à Jan van Kessel le troisième, son lointain descendant, actif jusqu'au début du XVIIIe siècle. Si Karel van Mander, que nous avons déjà cité, affirme que Pieter Bruegel tire son nom d'un petit village près de Breda,
On pense aujourd'hui que le peintre est né dans une famille bourgeoise. Il est probable qu'il commence sa formation à Anvers, auprès de Peter Cook von Halst précisément, dont la peinture ne présente en apparence guère de similarité avec les œuvres de Bruegel, mais qui nourrira sans doute son intérêt pour les sources antiques. De même, les liens familiaux que Bruegel entretiendra avec les frères Peter Hartsen et Jan von Amstel, le beau-frère de Cook, tous deux actifs à Anvers, ont sans doute conduit Bruegel à s'intéresser aux nouvelles solutions formelles que tous deux, après Joachim Patenir, ont pu introduire durant les années 1540 et 1550 dans le domaine de la peinture d'histoire et du paysage. Après avoir quitté l'atelier de Cook von Halst, Bruegel part travailler auprès de l'éditeur Jérôme Koch. Tout juste après avoir été reçu maître dans la guilde anversoise des peintres en 1551, Bruegel part pour l'Italie, peut-être en compagnie de son confrère Martin de Vos, probablement à la mi-1552, qui l'amène jusqu'au sud de l'Italie. Des souvenirs de sa visite à Naples a notamment été conservé cette vue du port. Il décide de rentrer aux Pays-Bas en 1554 plus tard. Van Mander prétend que le peintre a traversé pour cela les Alpes, en traversant à nouveau le col du Mont-Cenis, puis en direction de Lyon. Mais il n'est pas certain que cette traversée, rare à l'époque, ait vraiment eu lieu. Peut-être le peintre a-t-il plutôt contourné les Alpes par l'est, en passant par le Tyrol et en remontant jusqu'à la Bavière et Munich. Toujours est-il que Bruegel est de retour à Anvers en 1555. Durant cette année, sont publiées les 12 estampes de sa série des grands paysages pour Jérôme Koch, la première collaboration d'ampleur entre Bruegel et Koch, sans doute à l'initiative du second, sur laquelle nous reviendrons dans l'excursus consacré au paysage. Il est certain que Bruegel s'est toujours intéressé au paysage, même lorsqu'il aborde des sujets tirés de la mythologie ou de l'histoire religieuse. Dans son paysage avec la chute d'Icare, que l'on ne connaît que par des copies anciennes, le peintre s'amuse à dérouter le spectateur en amenant son regard à se détourner du sujet principal, la chute d'Icare dont les ailes de cire ont fondu au soleil et que Bruegel représente à l'horizon sous la forme d'un disque irradiant et unissant le violet du ciel à l'émeraude de la mer. On n'aperçoit d'Icare que les petites jambes qui s'agitent dans la mer dans le coin inférieur droit. En effet, dans cette image, c'est bien le rouge de la blouse du laboureur et l'écharpe du pêcheur qui attirent en premier lieu notre attention sur leur occupation. L'exemple le plus spectaculaire de cette intégration des figures dans le paysage est peut-être le porte-bord de croix que Bruegel peint en 1564 et où il fait le choix original de construire une composition à plusieurs entrées, pour ainsi dire. Le thème central est bien évidemment la montée du calvaire par le Christ, qui porte sa croix. Mais le fait que cette figure, placée pourtant au centre de l'image, soit littéralement noyée dans un grand nombre de figures différentes, de l'assistance aux attitudes extrêmement variées, tente à diluer le propos de l'image, et à conduire le spectateur à focaliser sur d'autres aspects, d'autres parties de l'image, comme le groupe de Marie au premier plan, dont on peut se demander s'il n'est pas visuellement plus important que la figure du Christ, ou encore le parallélisme étonnant entre les ailes du moulin et les trois croix au sommet du mont Golgotha, autour desquelles commencent à s'amasser les foules curieuses. Bruegel se fera d'ailleurs une spécialité de cette démultiplication des figures dans d'autres œuvres, comme ses jeux d'enfants ou ses proverbes, où le peintre prend un malin plaisir, là aussi, à lancer un véritable défi perceptif au spectateur, dont le regard doit littéralement entrer dans l'image afin d'y identifier les principaux personnages, les lier à leurs éventuelles significations, et ainsi construire son propre parcours visuel. Autant de compositions qu'il diffusera également par la gravure, en faisant appel à des spécialistes néerlandais de cette technique qui se chargeront, comme Peter van Heyden ici, de faire connaître au plus grand nombre l'art de Bruegel, qui devient, dans l'Europe du XVIe siècle, le meilleur spécialiste des paysages et des représentations de la vie quotidienne, s'inscrivant en cela dans une tradition qui, on l'a vu, est bien ancrée aux Pays-Bas. Bruegel n'est évidemment pas le seul artiste néerlandais à s'illustrer dans le domaine au XVIe siècle. Plusieurs décennies plus tôt, le peintre et graveur hollandais Lucas de Lede a également fait figure de pionnier. Fils et élève d'Hugo Jacobs, un peintre de Leiden, Lucas de Lede est ensuite entré dans l'atelier de Cornelis Engelbrechts, avant de compléter probablement sa formation chez un orfèvre ou un peintre verrier, afin d'apprendre les rudiments de la gravure. Si l'on en croit à Karel van Mander, qui compare sa précocité à celle de grands peintres italiens comme Giotto, Lucas de Lede aurait été un Wunderkind, un enfant prodige. Ces propos sont d'ailleurs confirmés par les premières estampes gravées et datées par l'artiste,
qui remonte à 1508, alors que le jeune homme n'avait sans doute pas encore une quinzaine d'années. C'est le cas par exemple de cette estampe représentant Mahomet et le moine Serge. 2 ans plus tard, Lucas de Lede grave cette estampe étonnante, qui est à la fois une scène de la vie quotidienne paysanne, non sans quelques connotations érotiques, si l'on en croit le regard insistant que l'homme adresse à la laitière portant avec difficulté son lourd pot de lait, et une peinture animalière, au centre de laquelle une vache monumentale, et représentée avec force de détail, occupe une place centrale. Il convient de souligner que Lucas de Lede est le premier graveur néerlandais à acquérir une réputation internationale de son vivant. Durant sa carrière, il produira d'ailleurs près de 200 estampes. La question de son émulation avec Dürer est souvent centrale. En 1521, Dürer rend visite d'ailleurs au graveur lors du passage de ce dernier à Anvers et réalise à cette occasion ce portrait de son jeune confrère néerlandais. Les 2 graveurs échangent également des œuvres, signe de leur admiration réciproque. Vers 1520, Lucas de Lede expérimente d'ailleurs la technique de l'eau-forte, réalisant 6 œuvres dans cette technique. Contrairement à Dürer, dont les œuvres exploitent de façon systématique les traditions de l'art antique et italien, Lucas de Lede s'inscrit dans une démarche de renouvellement iconographique, formel et technique. Il choisit des scènes rarement, si ce n'est jamais représentées, comme ce Mahomet et les moines Serge que nous venons de voir, ou encore cette scène de vie quotidienne. Le graveur privilégie par ailleurs les solutions formelles qu'il a notamment pu acquérir dans l'atelier d'Ehrenbrecht, avec une prédilection pour les compositions saturées, les figures aux corps attirés et aux mouvements exagérément. Techniquement, enfin, Lucas de Lede poursuit les recherches de Dürer qui vont dans le sens d'une émulation avec la peinture par la variation des hachures et des pointillés ou le contraste entre les parties claires et sombres, à l'image de ce que l'on peut observer également dans ce Caïn tuant Abel qu'il grave en 1529 et qu'il est intéressant de comparer à une autre estampe gravée entre 1526 et 1527 par Jan Rossart aux traits plus simples et plus marqués. On reviendra sur Jan Rossart dans l'épisode suivant. En armant Caïn d'une mâchoire d'âne et en rapprochant le bûcher que Rossart avait placé à distance, Lucas de Lede marque clairement son souhait de proposer à son tour une réflexion sur l'œuvre de son confrère. D'autres éléments sont d'ailleurs conservés, comme la flexion du buste de Caïn, inspirée probablement par le torse du belvédère, ou encore la tête renversée d'Abel, son bras droit posé au sol, ou encore son pied gauche tentant de repousser son frère en appuyant sur son entrejambe. Contrairement à Rossart, toutefois, Lucas de Lede fait un usage marqué des poses animales dont il enveloppe les 2 corps. Retombant en plis lourds et concentriques, le drapé d'Abel exprime la pesanteur de ce corps immobilisé au sol et sur le point de mourir, tandis que celui sinueux et virevoltant qui accompagne le geste de Caïn renforce l'impression de violence et de soudaineté de l'action. Pour terminer ce tour d'horizon des peintres néerlandais qui, au XVIe siècle, tentent de se distinguer des productions contemporaines, italiennes notamment, en faisant valoir des choix iconographiques ou des solutions formelles alternatives, je citerai 2 derniers artistes, souvent associés l'un à l'autre, Peter Aertsen et Joachim Beukelard. La réputation du premier est presque aussi grande que celle de Peter Bruegel l'Ancien. Parfois surnommé Pierre le Long, Lange Pier ou Pietro Lungo en Italie, où nous l'avons évoqué dans un précédent chapitre, ses œuvres sont aussi fort appréciées en raison de sa grande taille. Peter Aertsen, fils de Art Peters, s'est probablement formé dans sa ville natale d'Amsterdam avant de suivre le même chemin que son frère, Jan van Amstel, inscrit comme maître à la Guilde des peintres d'Anvers en 1528. En effet, Peter Aertsen s'installe à Anvers, où il devient maître en 1535, dont il obtient la citoyenneté 7 ans plus tard. Très tôt, Peter Aertsen est comparé par ses compatriotes aux meilleurs peintres antiques s'étant illustrés dans la représentation de la vie quotidienne. Dans son livre Batavia, en 1588, Hadrianus Junius consacre ainsi un long passage à Aertsen, où il le présente comme le digne successeur du peintre grec Pyrrhaikos. Peter, surnommé le Long, ne doit pas non plus être passé sous silence. Je crois que j'ai raison de le comparer avec le Pyrrhaikos de Pline, si je ne suis pas capable de le placer plus haut, lui qui a apparemment imité les choses basses avec son pinceau et a atteint, pour ce qui concerne les choses basses, et selon le jugement de tous, la plus haute renommée. Il peut donc également être distingué du surnom de riparographe, du moins à mon avis,
dans la mesure où un certain plaisir s'exprime dans ses œuvres, et avec la plus grande élégance dans ses filles de la campagne, ainsi que dans la manière dont il exprime la nature et les attitudes du corps, et imite les victuailles, les légumes, les poulets abattus, les canards et les morues, les autres espèces de poissons, et enfin tous les ustensiles qui relèvent de la cuisine. En plus de ce plaisir suprême, la variété de ces panneaux peints n'ennuie jamais les yeux. Au contraire, elle les contente à l'infini. Ces œuvres se vendent donc plus cher que les pièces les plus grandes et les plus soigneusement ouvragées de beaucoup d'autres. Même si Hartsen, comme son prédécesseur antique, ne représente pas de nobles sujets, il les rend nobles, et cela de 3 manières. Junius insiste d'abord sur le prix atteint par les tableaux d'Hartsen. Il souligne ainsi le succès obtenu par le peintre néerlandais, mais aussi la valeur symbolique qui est prêtée à ses œuvres, dont la bassesse des sujets est compensée par l'élégance de leur traitement. Peter Hartsen est par ailleurs présenté, en bon disciple de Pyrrhikos, comme le peintre de la nature par excellence, c'est-à-dire comme le modèle du peintre spécifiquement néerlandais. Les exemples choisis par Junius pour faire l'éloge d'Hartsen ne sont pas ceux que convoque Pline l'Ancien pour célébrer Pyrrhikos, mais des sujets directement empruntés au tableau des peintres néerlandais, et qui évoquent le monde des campagnes et des cuisines nordiques. Notons enfin que, plus que Pline l'Ancien, Junius insiste sur le plaisir produit par les œuvres d'Hartsen, qu'il associe à la variété des motifs représentés et à la manière de les peindre. Il salue dans ces tableaux les qualités d'une exécution, d'un savoir-faire, mais aussi, si j'ose dire, d'un savoir-voir, c'est-à-dire d'un regard qui, porté sur des choses en apparence banales, leur confère une beauté et une valeur infiniment surprenantes. Telle est également l'analyse que Karel van Mander proposera plus tard des œuvres de Peter Hartsen et de Joachim Beuckelaar. Du premier, il admire l'art de rendre compte des reflets et des éclats de lumière sur les métaux et les écailles de ces poissons. Du second, dont on va reparler dans un instant, il loue le talent de peindre toutes les choses sur le vif, comme les fruits, les viandes, les oiseaux, les poissons et les choses semblables. La facilité d'exécution de ces œuvres, qui donne le sentiment d'avoir été faites comme sans effort, et la perfection de ces mélanges de couleurs, dignes des plus excellents maîtres. Pour Van Mander, la rivalité des 2 peintres néerlandais avec leur émule grec, Pyrrhikos, n'est donc pas le seul effet d'une sorte de rhétorique épidictique, élogieuse. Elle est voulue, pensée et thématisée par ces artistes et dans leurs œuvres. Peter Hartsen paraît d'ailleurs parfaitement conscient de la nécessité de compenser le caractère ordinaire et même dérisoire des objets qu'il représente par un certain nombre de choix iconographiques et formels. L'insertion ici d'un récit biblique, une fuite en Égypte, à l'intérieur d'une œuvre représentant un étal de boucher, permet de conférer de l'intérêt et même de la valeur aux objets du premier plan. Hartsen les fait d'ailleurs dialoguer, non sans quelque malice, avec certains lieux communs de l'image religieuse. Ainsi, les poissons posés sur un plat et formant une croix font doublement référence au Christ. Probablement attiré par la possibilité de nous vendre commandes religieuses, Peter Hartsen quitte Anvers en 1557 pour Amsterdam, dont il obtient le droit de cité en 1563. Il s'impose alors comme le principal peintre de la ville jusqu'à sa mort en 1575, même si nous connaissons mal les grands retables qu'il a pu peindre pour cette période, car ils ont été en grande partie détruits durant la crise iconoclaste de 1568. Son principal successeur est alors Joachim Beuckelaar, le neveu et l'élève de Peter Hartsen, qui fait carrière à Anvers, où il perpétue l'art d'Hartsen jusqu'en 1574 et obtient, on l'a vu avec Van Mander, un succès et une réception critique dithyrambique. Pour de nombreux artistes néerlandais du XVIe siècle, il est essentiel, on le voit, d'affirmer la singularité de leur culture visuelle et technique, ne serait-ce que pour se distinguer de leurs confrères de France, du Saint-Empire ou de Grande-Bretagne. De plus en plus nombreux sont toutefois les artistes néerlandais qui, suivant les changements de goût de leurs clients, se mettent à raffoler des œuvres antiques ou à l'antique, mais aussi des grands maîtres italiens, anciens et contemporains, et cherchent de ce fait à modifier leur manière dans ce sens. C'est à ces ouvertures que sera consacré le 2e épisode de ce chapitre 10.